table ronde importante, une table ronde que nous avons conçue avec Marie, avec Philippe, afin justement de nous interroger sur l'émancipation par l'art, mais surtout sur l'émancipation par l'art dans l'après, dans les demain, dans les lendemains. Évidemment, quand on parle d'émancipation, on fait référence à une sorte de double mouvement, à cette action de s'affranchir de quelqu'un ou de quelque chose, de permettre l'affranchissement, donc une double dynamique et qui porte en soi les notions évidemment de liberté, d'indépendance, d'autonomie, de libération et s'oppose à ceux de servitude, de dépendance, de soumission, voire d'aliénation. Dans les processus de construction de l'enfant et de l'individu en général, nous l'avons entendu pendant toutes ces deux journées des rencontres, l'émancipation par l'art est évidemment, l'art évidemment portatrice d'émancipation, les théâtres, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes dans ces deux journées. Évidemment, est un moteur d'émancipation qui a été largement étudié et largement documenté. Mais la question que nous nous posons tous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que cette pandémie a mis en exergue, a mis en avant? Quels sont les besoins aussi que cette pandémie, en termes de liens, en termes de sens même du théâtre et de l'art en général, évidemment, a fait émerger. Donc, pour essayer de répondre ou peut-être simplement de donner des pistes d'action et de réflexion, nous avons concocté une table ronde internationale. Je me remercie donc vraiment chaleureusement les 4 intervenants. Cette forme en distanciel que nous avons dû adopter va permettre les échanges peut-être plus difficile que d'habitude. Donc, nous allons procéder par 4 prises de parole et puis par un échange final. Je vais donc commencer par donner la parole à Alain Kerlan, que je présente rapidement, même si il n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Alain Kerlan, philosophe, professeur des universités honoraires à l'Université des Lumières Lyon 2. Il a exercé les fonctions de directeur de l'Institut de sciences et des pratiques d'éducation et des formations, fondateur du pôle de recherche politique de l'art et de la culture en éducation et en formation. Il travaille au carrefour entre la philosophie, l'art et l'éducation. Actuellement, il est engagé avec un artiste, l'artiste Yves Henry, dans une expérience de résidence des performances artistiques et philosophiques où vous poursuivez ces explorations au carrefour des différents intérêts. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, auteur et directeur, pour en citer certains, l'art pour éduquer la tentation esthétique, la photographie comme lien social, un collège saisi par les arts, cet art qui éduque, et bien sûr l'ouvrage tant attendu qui va sortir prochainement aux éditions Harmattan, Esthétique et émancipation, la leçon de l'art malgré tout. Aujourd'hui, donc, vous allez nous éclairer sur ce terme assez complexe en philosophie, si je ne me trompe pas, d'émancipation, et donc nous donner un cadre de réflexion. À vous la parole. Bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de l'invitation. Alors, une toute petite correction, c'est à cause de l'éditeur. Le dernier livre que vous avez cité, ce n'est pas l'Harmattan, c'est Hermann. Hein, donc, rendons à l'éditeur ce qui lui appartient. Voilà. Alors, moi, je voudrais commencer, alors, pas par vous mettre dans l'embarras, mais tout de même vous faire part de ma perplexité devant le succès de l'expression « il y a eu un monde avant et il y aura un monde après ». C'est une grande nouvelle. Je suis ravi d'apprendre qu'il y aura un après. Mais en même temps, j'ai un petit peu de peine à penser dans ce cadre préconstruit. Et d'une certaine manière, je m'étonne même, pour tout dire, mais je dois pas être le seul. Je pense que d'autres personnes s'étonnent comme moi
de l'empressement du monde politique, du monde culturel, du monde intellectuel, à accepter comme ça cette espèce d'évidence non discutée, quoi. Donc après, ça sera plus comme avant. Je crois que ça mérite très très largement d'être réfléchi en tant que tel. Mais bon, ce n'est pas directement le sujet, même si l'impact, hein, ça je crois qu'on peut le constater, et j'en dirai un petit mot au moins pour commencer. Notre sujet, donc, vous l'avez rappelé, c'est l'émancipation par l'art, et particulièrement donc, pour ce qui nous concerne par le théâtre. Moi, j'aimerais mieux dire de manière un petit peu plus modeste la contribution de l'art et du théâtre à une éducation émancipatrice. Donc, le théâtre et l'art ne sont pas les seuls à avoir cette portée et cette ambition-là. Eh bien, il me semble qu'en tous les cas, cette ambition d'émancipation, elle ne se très différent de ceux qui existaient hier. Mais par contre, ça, je vous l'accorde, il est peut-être possible que cette nécessité de la contribution donc, de l'art et du théâtre à l'émancipation, qui a été, il faut bien le dire, profondément empêchée pendant des mois, et ce n'est pas encore terminé, nous le savons très, très bien, ben, paradoxalement, ça a peut-être rendu plus lisible, plus prégnant, cette nécessité. C'est bien connu, quand les choses nous manquent, eh ben, c'est là où on commence peut-être à mieux comprendre ce qu'elles étaient, leur importance, l'attachement que nous y accordons et les fondements de cet attachement. Alors ça, c'est la lecture optimiste, en somme. Lecture optimiste donc, de ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait se dire, pour faire une métaphore, que la pandémie, c'est comme une énorme loupe, comme ça, qui se serait posée sur notre monde et qui nous donnerait à mieux comprendre, à mieux apprécier, à voir en plus gros, si vous voulez, et de manière plus lisible, ce qui est un petit peu plus caché dans l'ordinaire des jours. Et on peut peut-être, et je ne l'exclus pas, bien sûr, se dire qu'il y a là peut-être la possibilité d'un usage positif, en somme, et puis combatif de l'expérience du confinement. On a appris ce qui nous manque, et peut-être même qu'un certain nombre de personnes qui n'avaient pas conscience de ce manque l'ont, dans ces conditions, peut-être mieux ressenti. Nous savons ce qui nous a manqué. Les enseignants eux-mêmes et les enseignantes qui ont été privés des partenariats dont nous avons parlé également beaucoup hier, ils le savent mieux, ils en ont fait l'expérience. Et au fond, ce qui serait souhaitable, c'est que ça devienne durable et puis performatif, qu'on en fasse vraiment quelque chose. Ça, c'est la lecture optimiste. Mais il y a aussi une lecture pessimiste qu'il m'est difficile d'écarter totalement. Au fond, c'est que la pandémie a été l'occasion d'une espèce d'expérimentation sociale et politique grandeur nature, mondialisée. La planète entière en a été touchée. Et cette expérimentation, c'est quoi? C'est d'un côté une éducation réduite à la seule dimension des apprentissages. Il n'y avait plus que ça qui comptait, en gros. Et de l'autre, une culture virtualisée et ramenée à sa dimension de consommation privée. C'est ce qu'on a très, très largement vécu. Le point commun, entre parenthèses, et ce n'est pas seulement une parenthèse, étant le virtuel et les écrans. Alors, moi, il me semble qu'en dépit des ratés et des fiascos qui ont refroidi bien des enthousiasmes de ce côté-là, et je crois que c'est tant mieux, mais en dépit de ça, je ne suis pas sûr que l'horizon de cette expérimentation se soit vraiment tout à fait effacé et que l'horizon d'un monde qui était déjà en marche, d'ailleurs dans l'avant, ce soit un peu plus avancé, un monde dans lequel il y aurait d'un côté donc l'école des apprentissages et de l'autre le supplément d'âme de la consommation culturelle. Certains se sont habitués à vivre comme cela. Je pense même que ce projet-là était implicite dans un certain nombre de politiques et il a trouvé là à s'expérimenter. Il s'est aussi cassé la figure sur bien des points, il faut s'en réjouir, notamment les fiascos qui ont touché l'enseignement réduit à la distance me semble être de très bon augure à cet égard. Alors, bien entendu, et je pense que vous l'avez compris, ma conviction est que nous devons absolument tout mettre en œuvre pour que l'emporte le premier scénario, pour que le savoir de ce qui manque, quand manque le théâtre et quand manque plus largement l'art, les pratiques artistiques, l'engagement des artistes, bref,
tout faire pour que ces manques deviennent durables et, comme je l'ai dit, performatifs, qui nous engagent dans l'action. Alors c'est là que la problématique de l'émancipation, me semble-t-il, redevient centrale. En tout cas, nous la retrouvons dans sa centralité. Encore faut-il, comme vous le précisiez, Julia, tout à l'heure, bien s'entendre sur le sens que nous accordons à ce très beau vocable. Hein. Émancipation, je me disais, c'est comme un drapeau qui claque au vent, comme ça se déplie quand on le prononce, c'est superbe, on a envie de se mobiliser pour cela. Mais pourquoi se mobilise-t-on exactement? Alors, vous l'avez rapidement rappelé tout à l'heure, si, d'ailleurs, l'étymologie le dit très clairement, hein, pour le coup, émanciper, c'est affranchir quelqu'un, une personne, de la puissance ou de la propriété, bon, peu importe comment on traduit le terme emancipium, dont elle dépend. Mais alors, maintenant, la question, c'est de quelle puissance s'agit-il de s'affranchir? Je crois que c'est une question qui est simple, hein, et que nous partageons tous. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes marqués par la conception, et qui est une magnifique conception, qui est celle de la philosophie des Lumières. Cette puissance, c'est celle qu'exercent ou qu'exerceraient ceux qui savent contre ceux qui sont maintenus donc, dans l'obscurité, dans l'ignorance. Et l'émancipation se conquiert contre l'ignorance par le savoir, et avant tout, il faut le rappeler, par l'exercice personnel de la pensée et de la raison. Ce sont des formules célèbres qu'on trouve notamment dans un très très beau texte d'Emmanuel Kant, hein, qui s'appelle donc Qu'est-ce que les Lumières, dans lequel on trouve la fameuse formule ose penser par toi-même, sapere aude. Donc voilà, s'émanciper, c'est oser penser par soi-même, c'est oser se gouverner par sa propre raison. Et peut-être quelqu'un qui l'a dit d'une manière extrêmement forte et un peu à contre-courant peut-être même de certaines conceptions, c'est le marquis de Condorcet, dans l'un de ses mémoires donc, sur l'instruction, qui nous dit à peu près la chose suivante: plus on lit sans esprit critique, plus on devient, non pas émancipé, mais au contraire assujetti. Donc, je vous lis, parce que ça vaut vraiment la peine, la phrase en entier, elle est magnifique. Il écrit: le premier mouvement des hommes est de prendre littéralement et de croire tout ce qu'ils lisent comme tout ce qu'ils entendent. Plus celui qui n'a pas appris à se défendre de ce mouvement lira de livres, plus il deviendra ignorant. Vous voyez, quand même, ça va très loin dans l'exigence critique, y compris pour une compétence que notre école d'aujourd'hui met en avant: lire, écrire, compter. Voilà. Alors, je crois que l'idée que le théâtre par lui-même, hein, et bien sûr le théâtre en éducation, contribue à l'éducation de ce courage-là, le courage d'oser penser par soi-même, ou encore que le théâtre soit l'un des lieux les plus importants peut-être de la pensée personnelle et libre, ça j'y crois, et je crois qu'on en est tous convaincus. Qu'il existe de ce point de vue une sorte d'alliance naturelle entre le théâtre et l'éducation qui se veut émancipatrice, c'est une idée forte qui vaut la peine d'être défendue. Là où je vais prendre un petit peu de recul, c'est que je me demande tout de même, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut s'en tenir à cette conception qui est celle de l'émancipation telle que les Lumières donc l'ont défendue? Alors, je n'en suis pas si sûr. Je crois que c'est très important, mais que ce n'est peut-être pas tout à fait suffisant. Parce que si on s'en tient à cette conception de l'émancipation, j'ai quelquefois le sentiment qu'il y a toute une part du théâtre, de l'apport éducatif du théâtre, qu'on a un peu de peine à intégrer dans le discours des Lumières. C'est sa part sensible, c'est sa part émotionnelle, c'est sa part corporelle, bien entendu. Alors, bon, en soi, ce ne serait pas trop grave, mais ça a comme conséquence, et moi je le vois très souvent chaque fois qu'il est posé la question de l'évaluation, ça a pour conséquence que du coup, on a tendance à nommer justement ce complément, hein, il faut bien qu'on en parle, en recourant au lexique du développement personnel. On va dire, ça développe la confiance en soi, l'estime de soi, toutes catégories qui sont aisément récupérées après pour évaluer tout ce que l'on veut, sauf justement l'apport du théâtre lui-même dans ce qu'il a de plus spécifique. Et on est toujours devant cette contradiction
d'un contradicteur qui vous dirait, mais ce que vous me dites là, j'en dirais autant de ce qu'on peut apprendre en faisant du sport, par exemple. On peut apprendre la confiance en soi, l'estime de soi. Vous voyez, donc je crois que c'est très important qu'on essaie de réfléchir à cette autre part de l'émancipation, pour le coup, qui est en jeu dans le théâtre et qui n'est pas totalement pris en charge par une conception donc, strictement fidèle à la tradition des Lumières. Alors, pourquoi est-ce qu'on est obligé de recourir à ça? Parce qu'il y a un manque, justement, et c'est un manque qui a été bien perçu par un certain nombre d'analystes. Je pense à Blandine Kriegel, par exemple, qui défend l'idée qu'il y a une sorte d'inaccomplissement donc, de l'anthropologie des Lumières. L'anthropologie des Lumières est une anthropologie incomplète parce que, comme le disait d'ailleurs Rousseau, qui justement est celui qui s'est le mieux démarqué de ce point de vue, disons de la doxa des Lumières, si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. Et donc, on ne peut pas être homme si on n'a pas tout ça à la fois. C'est pourquoi je vous propose, ce sera le dernier point de mon développement, d'explorer peut-être une autre piste pour réfléchir à la question de l'émancipation, à une autre conception d'émancipation, et c'est celle que développe Jacques Rancière. Alors je sais qu'elle est un peu au couteau, qu'il y va fort dans la radicalité de ses propos, mais ça mérite, je crois, d'être entendu. Alors, c'est une piste que pour ma part, j'ai souvent croisée, mais qui m'est réapparue récemment en lisant le tout dernier ouvrage donc, de Jacques Rancière, qui s'appelle Les mots et les torts. Vous l'avez peut-être vu apparaître ces jours-ci, il est très récent. En fait, il s'agit d'un dialogue entre un spécialiste plutôt des questions de langage, Javier Bassas, et ce dialogue va conduire Rancière à revenir sur un thème fameux, mais peut-être pas toujours très bien compris, qui est celui du maître ignorant. Donc, ça a souvent été compris comme, au fond, pour libérer les enfants, il faut que le maître soit ignorant et qu'il enseigne ce qu'il ne sait pas. Évidemment, ce n'est pas du tout ce que dit Rancière, mais malgré tout, je comprends qu'on puisse avoir du mal à saisir son propos. Parce que c'est un thème, il faut bien l'avouer, qui est profondément troublant, dérangeant, et tout particulièrement dérangeant pour un enseignant, pour un professeur, pour tout passeur, pour tout médiateur, pour tous ceux qui sont sur ce champ de la culture. Et c'est un thème, évidemment, qui met profondément en cause l'idée héritée des Lumières que j'évoquais à l'instant, l'idée d'un savoir qui éclaire et qui libère, et qui du même coup bouscule très fortement l'articulation entre l'éducation et l'émancipation. Alors, je reviens rapidement, au moins comme je le comprends. Qu'est-ce que nous dit Rancière? Il nous dit, au fond, qu'un maître, dès qu'il explique, il est dans un paradoxe, d'une certaine manière. Dès qu'il transmet, eh bien, il creuse l'écart qu'il prétend combler. Vous voyez? C'est-à-dire que dès que je commence à expliquer quelqu'un à quelqu'un d'autre, il devient mon élève et moi, je demeure le maître. Vous voyez? Et donc, du coup, comment sortir de ce paradoxe? Alors, pour ma part, je l'ai toujours un petit peu traduit ou compris en le formulant pour moi-même de la façon suivante. Ce que je me dis, c'est que le discours explicatif du maître tend à maintenir l'élève dans son statut d'élève. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et sans être aussi radical et systématique que Rancière, je crois qu'il faut y voir au moins une mise en garde, une alerte, un burning warning qui doit s'allumer comme cela. Attention, il y a dans la transmission, mais de façon inhérente, structurelle, qui n'est pas simplement une question de relation ou de posture, ben, il y a ce risque-là, le risque qu'il y ait de l'assujettissement et non pas de la subjectivation. Vous voyez, ce n'est pas la même chose et il faut en avoir conscience. Alors, bien sûr, avoir conscience, pas confiance. Donc, comment faire, comment en sortir? Et c'est là où je me dis que si on commence à réfléchir à cette question, eh ben, c'est déjà une piste possible en tous les cas, pour analyser la dynamique émancipatrice qui est propre au théâtre et aux arts.
Il me semble qu'au théâtre, il y a quelque chose de ce paradoxe que je viens de souligner, là, être dans une situation qui creuse l'écart qu'on veut combler, qui pourrait bien la bousculer. Et pourquoi? Eh bien parce que, enfin, il me semble, et ce que j'ai entendu aussi bien aujourd'hui qu'hier m'a plutôt confirmé dans cette idée, en raison du fait qu'il y a un rapport plus égalitaire, en somme, qui s'établit à partir du moment où le texte est mis au milieu, où il appartient à tous. Hein, il est un bien commun. Il n'est pas simplement un bien qu'un savant transmet à ceux qui l'ignorent. Il est d'emblée mis sur ce terrain de la communauté. Et ce qui me conforte aussi dans cette analyse-là, c'est que dans le dernier ouvrage de Rancière dont je parle, il y a quelques éléments qui vont compléter cette piste, me semble-t-il, et qui peut nourrir encore un petit peu plus loin cette réflexion sur la dynamique émancipatrice donc, du théâtre. Et j'en retiendrai trois sans trop m'y attarder. La première, alors ça c'est assez intéressant, moi ça m'a beaucoup interpellé, c'est la réception du livre Le Maître ignorant. Qui a lu ce livre-là et pour quelles raisons, quel succès il a eu? Et là, Rancière m'a beaucoup surpris parce que, écoutez, je vous lis ce qu'il écrit. Il dit « Le Maître ignorant, lors de sa parution, n'a pratiquement été lu par aucun professeur. » Déjà, un premier élément assez intéressant. Il a été lu essentiellement par deux sortes de personnes, des psychanalystes, bon, laissons les psychanalystes de côté, et puis des artistes, surtout des danseurs et des danseuses, qui lui donnaient sens par rapport à leur pratique et à la manière dont celle-ci produisait des effets sur des spectateurs et de futurs spectateurs. Ça interpelle. Moi, je me suis demandé, j'aimerais beaucoup rencontrer d'ailleurs des artistes qui ont lu ce livre-là et savoir ce qu'ils en ont fait. Pourquoi cet intérêt du côté des artistes, et plus particulièrement des danseurs, des danseuses, mais je pense qu'il doit être même des gens de théâtre? Ils le disent, hein, parce qu'ils y trouvent, dans le thème ignorant, quelque chose qui fait sens pour leur propre pratique et pour les effets de cette pratique. Ça, c'est une indication qui me paraît très, très précieuse. En d'autres termes, en tous les cas, on peut se poser la question comme ça, c'est peut-être bien parce que cette pratique, donc la pratique de l'artiste, aussi bien quand il transmet, quand le chorégraphe, par exemple, travaille avec ses danseurs, le metteur en scène avec des comédiens, etc., que comment dire, que l'effet aussi produit sur les spectateurs, hein, ou encore sur des élèves dans le cadre de partenariats, peut-être bien que cette transmission-là, entre guillemets, n'entre pas facilement dans le modèle classique de la transmission. Donc, on va essayer de chercher ailleurs ce qui permet de mieux s'y retrouver. Alors, il me semble en tous les cas que la question, elle mérite d'être posée du point de vue de l'émancipation, et je la pose, et j'aurais d'autant plus envie de la poser que, pour ma part, j'ai souvent pu observer comment ces danseurs et ces danseuses, ces comédiens et ces metteurs en scène, quand ils interviennent dans des classes, dans des écoles avec des enfants, leur pratique pédagogique ne diffère pas de leur pratique professionnelle. Elle est extrêmement proche. Bien sûr, ils savent bien qu'ils ont affaire à des enfants plus ou moins jeunes ou à des adultes, mais fondamentalement, le travail pédagogique qu'ils font est lié à leur propre pratique, fondamentalement. Ils ne vont pas inventer une sorte de pédagogie particulière. Enfin, il n'y a pas de didactisation au sens un petit peu étroit du terme. Ça, c'est le premier élément de réflexion, hein, sur les trois que j'évoquais. Le deuxième, évidemment, c'est qu'il y a du coup un déplacement de la problématique de la transmission. Donc, la transmission dans la problématique classique, elle repose sur une distance qui aurait à combler entre deux mondes différents en termes de savoir et en termes de savoir et de langage, pardon. Et pour produire de l'égalité, il faudrait combler cet écart. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, le point de vue que développe Rancière, et en cela il est intéressant, c'est qu'il récuse d'emblée le point de départ sur lequel repose la conception. Il ne nie pas l'existence du fossé. Il dit si on commence par s'y installer, on n'en sortira jamais. Vous voyez, ça c'est un peu l'histoire des publics empêchés. Si on commence à dire que les publics sont empêchés, ils le seront définitivement. S'ils sont pensés comme empêchés, ils ne sortiront pas de l'empêchement. Donc voilà, c'est ce genre de raisonnement là qu'on peut peut-être tirer de ce propos de Rancière.
Et il nous dit, la démarche égalitaire, c'est autre chose. Il dit, elle n'est pas celle qui cherche à combler le fossé, mais celle qui remet en question, alors là je le cite, la topographie même qui lui donne lieu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du fossé? Donc, il remet ça en question en remettant d'abord en cause le fait qu'on l'accepte comme une donnée de base pour le travail. Alors, comment faire pour justement ne pas chercher à combler? Eh bien, sa réponse, c'est il faut inscrire d'emblée le maître et l'élève dans un monde commun. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'au théâtre, le texte, il est là en commun. Il n'y a pas quelqu'un qui en fait la dévolution à un autre, il est en commun et en partage, et chacun, un peu comme dans un cercle, où on est à égale distance, disons, du centre. Et quel monde commun? Un monde commun, bien sûr, de langage et de pensée. Et ça, c'est bien ce qu'installe à la fois le texte, le jeu ou la réception au théâtre. On est, me semble-t-il, sur ce terrain-là, un monde commun de langage et de pensée, qui n'est pas forcément d'emblée présent, qui se construit, et qu'on voit même, qu'on sent même quelquefois quand on est spectateur au théâtre qu'il est en train de s'installer. C'est un sentiment presque physique de la part du spectateur. Et Rancière a une belle formule qu'il n'emploie pas pour le théâtre, mais pour l'écriture en général, mais qui me semblerait bien s'appliquer. Il dit que le texte est quelque chose comme une parole sans maître. Donc, voilà, le texte de théâtre, c'est comme une parole sans maître. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui l'a proféré, il y a un artiste, un auteur qui l'a écrit, mais ce n'est pas en tant que tel qu'on se l'approprie. Voilà. Alors, le troisième et dernier élément, il prolonge le précédent. Ce contre quoi donc se tisse ce monde de langage et de pensée en partage, c'est quoi? C'est un partage imposé. Alors ça, c'est le fameux thème du partage du sensible chez Rancière, mais surtout, au-delà de la formule, ce qui est récusé, c'est l'idée qu'il y aurait d'un côté une parole qui est considérée comme ayant une valeur, et de l'autre, et qui confère donc du coup la légitimité du savoir, bien sûr, et de l'autre la parole de ceux qui seraient cantonnés au seul domaine des sentiments, de l'expression. Voilà. Eh bien, il me semble que l'acte même de l'émancipation, c'est celui qui suspend, qui interrompt ce partage imposé. Et de ce point de vue, le texte du théâtre, qui est le texte mis en espace, il me semble qu'il est par nature interruption de ce partage. Il surmonte d'emblée le partage entre la parole savante, la parole logos, et puis la parole expression. Il les intègre. Et c'est cette expérience émancipatrice que peut faire vivre le théâtre. Et je devrais peut-être même dire l'expérience esthétique que permet le théâtre, puisque l'esthétique est un peu mon dada, mais justement, je suis comme Jean-Claude le disait hier, je voulais éviter d'en parler, ne pas avoir l'air de parler toujours de la même chose. Mais néanmoins, je suis tout de même assez frappé que cette intégration, qui est propre à tout art de certaine manière, mais notamment au théâtre, intégration de la parole logos et de la parole expression, eh bien, ça rejoint exactement la définition que donne Fussell John Dewey de l'expérience esthétique, une expérience qui est indissolublement intellectuelle et émotionnelle. Et je crois qu'on peut ajouter que c'est à ce titre qu'elle est, ou qu'elle contribue en tous les cas, à l'émancipation. Alors voilà, donc c'était quelques pistes qui bien sûr méritent qu'on y réfléchisse et que j'ai lancé comme ça un petit peu à l'emporte-pièce. Elles peuvent paraître abstraites, mais il me semble qu'elles ont des conséquences concrètes. Enfin, moi, il m'a semblé le percevoir dans tout ce que j'ai pu entendre. Et je voudrais terminer tout de même en soulignant que ces 3-4 pistes, elles ont un point de convergence. Et ce point de convergence, c'est la subjectivation, le devenir sujet. Et on pourrait peut-être dire qu'une expérience émancipatrice, c'est une expérience qui vous fait vivre et vous forme comme pleinement sujet. Et donc, elle est forcément un processus de subjectivation. Il n'y a pas un sujet avant. Le sujet, il se vit, il se forme, il se transforme, il existe à travers ce processus. Et de ce point de vue, je crois que
l'entrée des arts dans l'école, ça va souvent, et ça, je pourrais tout de même le dire, ça va plus loin que simplement faire de la place à des disciplines ignorées. C'est quelque chose qui engage de manière assez profonde un changement de l'école. Et ça, Jack Lang, il faut lui reconnaître, l'avait bien senti. Il avait voulu en faire un levier de transformation de l'école. Voilà, ben, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut dire que nous sommes arrivés à la fin de ces 2 journées, donc nous pouvons prendre le temps dont nous avons besoin pour nous exprimer. C'était très, très, très intéressant. Je ne vais pas revenir sur tous les points parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ce que vous dites, j'entends beaucoup la question aussi des droits culturels, j'entends la problématique des écrans, parce que dans ce besoin d'un partage qui ne soit pas un partage vertical, il y a là quelque chose de foucaultien finalement. Nous sommes face à un panopticum où forcément nous prenons du pouvoir, même si nous ne voulons pas le faire. Donc, je trouve que dans cette idée-là, l'enseignement et aussi l'enseignement du théâtre, de tous ces cours qui se tiennent aujourd'hui à distance par des écrans interposés, pose question. Mais nous reviendrons parce que je sais que nos invités, ils ont des idées, ils ont mis en place des projets justement autres et différents. Je donne maintenant la parole à notre deuxième invité, Robin Renucci. J'avais préparé une longue présentation. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas, je vois le temps qui passe. Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, président de l'Association de centres dramatiques nationaux. Il est par ailleurs membre du Conseil de l'éducation artistique et culturelle, dont il a été beaucoup question dans ces 2 journées. Il est comédien, metteur en scène, il a signé des dizaines et des dizaines de mises en scène passionnantes. Aujourd'hui, il est professeur aussi au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il a signé, comme les autres 2 intervenants, des tribunes en ce moment, des tribunes où il fait part de ces conditions de manière très forte, et notamment, je pense à cette tribune parue le 6 novembre 2020 pour la fin du confinement mental, où vous ponctuez justement ce besoin d'un confinement constructif. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vous demande comment passer à l'acte et qu'est-ce qu'attendons aujourd'hui du théâtre. Bonjour, merci de m'avoir invité à ce moment de partage. Je mets mon chronomètre pour une 12aine de minutes, je pense. Eh bien, je suis très heureux d'avoir entendu Alain Kerlan, évidemment, puisque nous nous rejoignons souvent dans nos réflexions. Nous faisons partie aussi d'un collectif qui s'appelle l'éducation par l'art, dont nous allons un peu développer aussi les points de particularité en ce qui nous concerne ce soir. Donc, eh bien, vous avez placé cette réflexion sur le thème de l'émancipation. Je veux juste rejoindre un peu Alain Kerlan sur la question du monde d'après également, puisqu'il citait volontiers Condorcet et même les Grecs ou les Latins. Certains disent que nous sommes dans une forme de catastrophe plutôt qu'une crise. Dans les pictogrammes chinois, le mot crise, c'est à la fois danger et espoir. Il y a besoin de 2 pictogrammes. Puis vous vous souvenez du poète Hölderlin qui dit que là où naît le péril, croît également l'espoir. Donc, c'est peut-être ce mot de catastrophe que je trouve plus juste. Catastrophe, ça veut dire couper quelque chose, hein, kata, ça s'arrête, et puis strophei, ça veut dire le virage. Donc, j'espère que nous allons prendre un virage où nous prendrons conscience que le monde que nous avons imaginé dans son infinie pléonexie pour l'argent, son infinie dévoration de la nature qui nous amène là où nous sommes, nous permet justement de nous poser dans ce moment qu'on a appelé confinement pour continuer à grandir en soi-même et ne pas être dans ce confinement mental qui serait un rétrécissement de nos capacités d'agir au fond.
Alors, c'est autour de ces thèmes que j'ai envie de vous parler, évidemment d'actualité, évidemment d'éducation artistique et culturelle, et surtout dans le lien très profond de l'éducation, l'école, donc, et puis le lieu de l'éducation populaire, c'est-à-dire une éducation tout au long de la vie, au fond, une élévation, si je reprends le mot d'élève, tout au long de sa vie, où l'on croît sans cesse, où l'on grandit. Alors le mot croire, croître dont il est question, n'est pas le mot croire dont Alain Kerlan parlait tout à l'heure en parlant de Condorcet. Souvenez-vous que Condorcet nous disait tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leurs raisons propres, mais qui recevront leurs opinions d'opinions étrangères, le monde sera divisé en deux classes, celle des hommes qui croient et celle des hommes qui pensent, celle des maîtres et celle des esclaves. Donc on retrouve cette question, en effet, de la croyance par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette difficulté d'avoir un esprit critique, du discernement au milieu des fake news, à l'endroit où l'élève est sans arrêt troublé dans une culture médiatique très, très importante. Et dans le mot éducation artistique et culturelle, je voudrais partir d'un postulat ensemble qui serait que la culture, c'est le rapport aux arts. La chose, c'est l'art, les arts, disons. Hein. Les arts, c'est la chose. Et la culture, c'est le rapport à cette chose. Et nous sommes un peu noyés de culture. Je dirais qu'il y a trop d'une culture qui serait aliénante plutôt qu'émancipatrice et pas assez d'art. C'est pourquoi nous défendons l'éducation par l'art, qui veut dire que dans les fondamentaux de l'école, par exemple, où l'on dit lire, écrire, compter, respecter autrui, nous en ajoutons un qui est très lié à la démocratie, qui est lire, dire, écrire, compter et respecter autrui. Cette place du dire me semble importante. C'est la place de la langue dont parlait Alain tout à l'heure, c'est la place du faire aussi, de la poésie, de cette langue qui est forte, qui fait qu'on met des mots ensemble qui ne vont pas justement ensemble, qui font qu'il y a un inconnu qui se met en place dans l'imaginaire. Et c'est ce besoin d'imaginaire, au fond, dont il est question toujours entre la raison, dont nous parle Condorcet, et l'esprit esthétique, sensible, sensoriel, qui amène à la subjectivité dont parlait Alain, c'est-à-dire à la singularité de chacun. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde uniformisant. Nous avons tous à peu près les mêmes appareils, les mêmes petites lucarnes magiques sur lesquelles nous écrivons ou par lesquelles nous voyons, mais nous ne sommes pas dans un rapport de singularisation en fait de nous-mêmes. Nous sommes plutôt dans une uniformisation, Donc, ce travail de l'école, il me semble, et des arts et de l'éducation par l'art, consiste à rendre davantage singulier chaque enfant. La singularité, ce n'est pas la particularité où l'on veut régulièrement nous mettre, c'est-à-dire dans des familles, voire dans ce qu'on appelle des ratios, qui va donner le nom race également. Il n'y a évidemment qu'une race dans notre humanité. Donc c'est inouï que nous reparlions à nouveau de particularités dans lesquelles les hommes, les femmes, les gens de couleurs différentes seraient dans des silos parallèles. Au fond, dans cette créolisation que les poètes nous nomment, je pense à Édouard Glissant, évidemment, il y a ce rapport d'être sans arrêt bougé dans sa singularité par l'échange, par le partage de l'autre avec l'autre. Et dans cette égalité qui est sous-tendue dans cet échange, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui apporte la chose à quelqu'un, qui serait par exemple la culture, sur le thème de Malraux, de notre ministre Malraux, qui a fait beaucoup de belles choses, mais qui nous parlait d'accès à cette culture. C'est plutôt comment je suis curieux de la différence de l'autre, du fait que chaque singularité transforme ma propre singularité, et c'est plutôt le mot individuation qui me vient à l'esprit plutôt que individualisme, bien entendu, et égoïsme dans lequel nous sommes très souvent poussés. Dans le lieu de l'école, qui est parfois le lieu de l'évaluation, mais aussi de la compétition avec les autres et une évaluation par rapport aux autres, il s'agit plutôt de croître, d'aller au maximum de ses capacités personnelles. S'élever, c'est ce que ça veut dire, c'est aller au maximum de ses capacités. Et pourquoi ne nous élèverions pas, nous pas, tout au long de notre vie? Donc je parle volontiers de cette idée que j'ai en tête. Nous parlions de Jacques Rancière, ce qui est un très bon chemin, je pense, pour parler du théâtre, du théatron, qui est le lieu d'où l'on voit. On pense souvent que le théâtre, c'est le lieu où l'on se montre.
Pas tout à fait, nous disent les Grecs. C'est le lieu d'où l'on voit, c'est-à-dire où la citoyenneté et la démocratie se fait parce que l'on a des récits en face de nous. Et nous avons besoin de récits. Il y a une nécessité du récit, peut-être plus que jamais aujourd'hui, je dirais, qui nous est nécessaire. Nous avons besoin des récits infiniment multiples, de représentations et de formes les plus diverses possibles. Nous avons besoin de maintenir l'espace des variations, des interprétations de ce monde. Nous avons besoin de doutes, nous avons besoin de certitude. On nous explique beaucoup trop de choses. Tout à l'heure, nous parlions de l'explication. Nous avons des gens qui arrivent à la télévision le soir et qui nous expliquent beaucoup de choses en France. Et je dirais que plus que jamais, ces récits sont indispensables à l'existence même de notre société. C'est pourquoi nous disons volontiers que le théâtre est une idée neuve en France, je crois dans le monde, mais je parlerai de notre pays. Nous disons que les fables et les simulacres de cet art qui est archaïque, qui est modeste, qui est fragile, ces fables auront leur rôle à jouer dans l'invention de la France d'après dont vous parliez tout à l'heure. Alors, c'est en ce sens que je crois qu'il s'agit de nous donner des capacités d'agir. Voilà, c'est un peu Spinoza aussi que nous appelons là, c'est-à-dire le fait que nous sommes très souvent un peu rabotés. Le contraire d'émanciper serait aliéné, donc j'ai trouvé juste qu'Alain tente de nommer tout à l'heure les aliénations, qui sont parfois des assignations géographiques. Par exemple, en matière de théâtre, il n'y a pas de théâtre près de chez soi, parce qu'on est dans une zone rurale, par exemple. Ce sont des assignations identitaires, parfois. On ne fait pas ça dans mon pays, ou dans ma culture, ou dans ma religion. Je suis un garçon, je ne danse pas. Ce sont des assignations de genre. Vous voyez, il faudrait nommer bien précisément les assignations ensemble pour pouvoir savoir de quoi nous cherchons à nous émanciper. Donc le travail de l'école, je crois, consiste à passer du geste, disons plutôt de la gesticulation au geste, du bavardage à la parole, de l'excitation à la concentration. Ce sont les fondamentaux de l'école, depuis cet être animal que nous sommes et qui est une grande richesse, notre capacité de mammifère, mais qui est un mammifère sensible, pensant, qui a besoin de l'autre, qui est dans le rapport à nouveau avec l'autre. Et ce qu'il faut reconstruire, ce sont des champs d'égalité. Alors celui qui me vient en tête, c'est le mot évidemment auteur, auctor, qui a été prononcé tout à l'heure, qui est le même mot que auctoritas, évidemment, qui est très souvent le champ de l'école, cette autorité, qui a très mauvaise réputation parce qu'évidemment, on en fait le contraire et très souvent, on inverse les mots. L'autorité consiste à ce qu'il y ait une égalité profonde entre celui qui la dispense et celui qui la reçoit. Je suis autorisé, je dispense l'autorité lorsque je fais croître quelqu'un et que cet autre-là se sent élevé. En fait, l'autorité, elle se reconnaît. Elle se reconnaît dans celui qui nous raconte quelque chose par ses récits, qui sont parfois les récits des saveurs, des savoirs, à condition que ces savoirs aient de la saveur, d'où la nécessité que chacun qui raconte soit passionné par ce qu'il raconte, qu'il soit dans le désir de symbolicité, c'est-à-dire le désir d'image, pour passer de cette pulsionalité animale que nous avons vers la symbolicité. Eh bien, il faut déjà une grande confiance. Il faut faire confiance dans notre maître. C'est de là dont parlait tout à l'heure Alain pour le maître ignorant. Et le spectateur émancipé dont parle Jacques Rancière, c'est un spectateur qui n'est pas dans un rapport de pouvoir où l'on lui montrerait des choses, on lui expliquerait des choses. Dans la monstration, le lieu où l'on montre, le théâtre où l'on montre, non, c'est le lieu d'où l'on voit, le lieu d'où l'on se singularise, le lieu où on acquiert des capacités d'agir, parce que justement, nous voyons le monde qui nous fait grandir, qui nous fait croître. Il n'y a d'auteurs et d'autrices, bien sûr, que d'autrices et d'auteurs qui font croître. C'est le même mot, faire croître quand on est auteur. Donc cette autorité dont nous manquons tant, au fond, qui est confondue avec le pouvoir, qui est confondue avec la discipline, car il n'y a de pouvoir que pouvoir sur l'autre. Ça nécessite un inférieur. D'où cette verticalité descendante, très souvent du savoir, de celui qui sait vers celui qui ne sait pas et qu'on considère ne sachant pas, alors que parfois ne pas savoir, c'est une grande connaissance et même une forme de saveur, parfois de désespoir. Mais c'est en tout cas lorsqu'on fait un atelier d'écriture, je vais passer à un stade maintenant de pratique, si vous voulez, lorsqu'on fait un atelier d'écriture, le non-savoir de quelqu'un est une richesse incroyable.
dans cette égalité justement de sensibilité, d'émotion, qui naît justement de la singularité de quelqu'un qui dit ne pas savoir. Donc, l'éducation populaire n'est pas une éducation depuis le haut vers le bas, c'est une éducation par l'altérité, et l'on est autant grandi par l'autorité qui réside entre nous. C'est ce récit dont parlait Alain tout à l'heure. Hein, le metteur en scène Charles Dullin disait très joliment que le théâtre, c'est une entreprise artisanale qui met en contact profond un auteur et un public. Et dans ce sens, c'est ce qu'il y a entre nous, c'est-à-dire cet imaginaire qui nous fait nous rejoindre, qui est le viatique, qui est le lieu de la rencontre entre nos cerveaux, c'est un champ symbolique. C'est un objet, vous vous souvenez, grec, que l'on casse en deux. Lorsque nous nous retrouverons, nous mêlerons nos deux morceaux, mais surtout lorsqu'il reste une seule partie dans ma main, elle fait exister la partie manquante. Donner à voir ce qui n'est pas présent, c'est-à-dire faire place à l'imaginaire, ça n'est pas seulement à la raison, mais à l'imagination, et c'est déjà une expérience sensible. Donc, donner à voir, et le lieu d'où l'on voit, je crois que c'est l'endroit le plus révolutionnaire qui soit aujourd'hui, qu'il faut retrouver, parce que nous sommes beaucoup dans des rapports de pouvoir. Et nous avons, la société de consommation dans laquelle nous sommes, a utilisé tous les éléments artistiques pour en faire des éléments de domination, par la publicité, par le langage. On nous parle, par exemple, en un langage d'impératif, en EZ. Vous verrez que tous les petits titres qui sont dans les publicités, c'est de l'impératif, très doux, très soft, comme on dit en anglais. Mais c'est une façon de manipuler, et ce Condorcet dont on parlait tout à l'heure, qui dit qu'on reçoit nos opinions d'opinions étrangères dans des téléguidations, évidemment, vers des cibles marchandes. Donc je crois que l'avenir sera dans une transformation de ce désir de profit systématique, d'utilitarisme aussi de l'humanité, mais dans une redécouverte. Cet après-Covid peut nous redonner, dans la conjonction de l'éducation et des arts, un départ. Ce nouveau départ, il doit passer par la formation des enseignants. Ça me semble très important. Et surtout une formation conjointe. Je pense que c'est déjà misé sur l'idée qu'il y a quelque chose de neuf et de révolutionnaire dans chaque enfant, dans chaque être. Et il y a 3 orientations que je voudrais partager avec vous. C'est d'abord promouvoir cette éducation par l'art. Nous devons multiplier, me semble-t-il, les expériences esthétiques à tous les âges et à tous les niveaux de la formation. Ensuite, renforcer le soutien à la création artistique, parce qu'il n'y a pas de culture, puisque c'est le rapport à la chose, à l'art, donc aux arts, s'il n'y a pas l'art. Et il faut fortifier le soutien à la création artistique dans son indépendance, dans sa diversité. La création est par essence insoumise, elle est incertaine, elle est inconnue. Il faut donc l'encourager pour qu'elle n'obéisse pas aux seules lois du marché. La formation, la recherche, la création, la diffusion, la médiation sont des éléments qui constituent un service public de la culture que nous avons en France, qui est à préserver, qui est à rénover, à développer, au-delà des institutions prestigieuses. J'en dirige une, Hortense qui va tout à l'heure nous parler en dirige une autre. Nous savons ce que c'est, ça doit se passer déjà avec l'école, puis les associations et tout l'ensemble des institutions dont nous avons besoin. Et puis ensuite, il faut favoriser la plus large participation à la vie culturelle de tous. Cela demeure un enjeu démocratique majeur. La culture n'est pas une matière consommable à laquelle il suffirait d'avoir accès, comme je le disais. Ce n'est pas un secteur économique qui se contenterait de vendre des biens. C'est donc une relation au monde, le monde visant à la production de valeurs, d'idées, de langage. Encore faut-il pouvoir la vivre pleinement et de manière intime et partagée. Donc, il faut des actions immédiates. Il faut inscrire dans tous les programmes et les espaces et les temps scolaires la réalisation de projets artistiques. Il faut développer la formation des différents acteurs dans les écoles supérieures de l'enseignement que nous avons en France. Bien sûr, mobiliser les crédits nécessaires. Et puis, pour la création artistique, il faut compléter le principe de la liberté de création dont vous commenciez à parler tout à l'heure, des droits culturels et la création des droits de juillet 2016 par des garanties de diversité dans la diffusion des œuvres. Et puis, encourager le partage des outils de création en favorisant les expériences de travail artistique avec les populations, les habitants. Voilà. Je dirais que le programme de la résistance du CNR avait déjà tracé les grandes lignes de tout cela pour que tous les enfants français bénéficient de l'instruction et accèdent à l'art et à la culture la plus développée. Donc voilà ce que je crois, qui est tout à fait
d'actualité. Je terminerai juste par une petite métaphore. Les acteurs avec lesquels je travaille sont des rémouleurs. Alors, ce mot peut-être vous intéressera. Le rémouleur, ce n'est pas celui qui apporte l'outil quand on est enseignant, quand on est acteur, quand on dit qu'on va faire accéder les autres à la culture. Faire, vous savez, faire pour les autres, c'est parfois faire, ne pas faire avec, donc c'est parfois faire contre, hein, le vouloir. Donc c'est plutôt le faire avec dont il est question. Le rémouleur, il n'apporte pas l'outil, mais il permet à chacun de venir aiguiser son propre outil de la langue, avec les textes, avec les auteurs qui nous augmentent, avec le travail du corps, avec le travail de l'espace. Et tout ça, c'est autant de choses de pratique et surtout de capacité d'agir. Dès lors que l'on a fait cela, peut-être on est un peu plus citoyen, peut-être on est un peu plus humain. Voilà, merci pour ce petit moment. Et après, on se parlera, j'imagine. Merci, merci vraiment beaucoup pour cette brillantissime intervention. Et bah, vous me tendez une perche parce que vous concluez sur la question des habitants, question qui vous tient, vous, particulièrement à cœur, vous que vous avez initié des années 90, ce magnifique creux des créations qui est l'ARIA, où vous organisez des rencontres internationales artistiques qui donnent lieu à des ateliers et à un festival justement en lien avec les habitants. Et la question des habitants, je disais, me permettent tout naturellement d'aller vers Hortense Archambault, que je remercie infiniment d'être là avec nous. Elle aussi, elle a peu besoin d'être présentée, mais quand même pour nos amis à l'international, c'est présent, c'est important. Donc, elle a été co-directrice du Festival d'Avignon avec Vincent Baudrier de 2003 à 2013. Elle a par la suite répondu à un appel du ministère afin d'établir une recherche sur le régime des intermittents du spectacle. Et puis, depuis 2015, elle dirige la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny, qui, comme j'ai essayé de l'annoncer, elle est fortement préoccupée de ces questions du territoire. Dans votre projet de direction, d'ailleurs, vous pointez ce besoin de la MC 93 comme un lieu de rassemblement, de débat et de pensée, un lieu donc public pour réinterroger sans cesse la question des communs, question qui est émergée tout au long de notre débat. Vous proposez donc chaque saison une programmation très hétéroclite, très riche. Vous impulsez des importantes activités de production, mais aussi et surtout, vous êtes doté d'un laboratoire assez intéressant, ce que vous avez appelé la fabrique des expériences, une sorte de chapeau qui recouvre plusieurs activités. Alors, il y a des ateliers, vous avez créé un conseil des jeunes, il y a aussi une classe de préparation, donc une classe de prépa pour les égalités des chances, dont je suis très contente parce que nous avons signé un partenariat avec le département théâtre de Paris 8. Donc, une attention aux jeunes, à leur pensée, à leur formation dans cette idée d'égalité des chances. Bien, vous signez aussi en novembre une tribune dans Télérama, une tribune qui a été donc signée par 393 directeurs et directrices des lieux culturels en France, où vous dites que vous êtes prêts. Vous êtes prêts donc à assumer ce rôle qui vous revient de démocratie dans la cité. Alors, je ne peux vous demander comment être prêt aujourd'hui et dans quelle direction, selon vous, aller afin justement de protéger cette idée d'émancipation par le théâtre et des possibilités de donner à tous et toutes la possibilité de s'élever. Merci beaucoup de cette présentation, merci de votre invitation. Je suis assez intimidée parce qu'on a quand même eu deux brillants
voilà, brillant discours et donc j'avais plutôt envie de vous dire, peut-être de manière plus concrète, vous suggérer quelques réflexions, un peu en 4 points. L'émancipation, en fait, elle nécessite l'idée de participation. Et je pense que c'est une chose sur laquelle on est vraiment en train de vivre très, très clairement en direct, en étant absolument empêché de cette participation en dehors des écrans qui sont ceux qui sont maintenant notre quotidien, de voir à quel point cette participation, cette manière de prendre part à quelque chose est un préalable à la question de l'émancipation. Et du coup, cette participation, elle peut revêtir énormément de formes différentes dans ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Elle peut être évidemment une pratique du théâtre. Elle peut être la pratique de spectateurs. Et elle peut être aussi, dans plein de formes différentes, une pratique de l'usage d'un théâtre comme un lieu commun, comme vous l'avez dit. Et c'est vraiment autour de cette idée-là que la fabrique d'expérience est une sorte de chapeau qui nous permet justement de faire des expériences et d'être beaucoup plus libre quant à l'attente des résultats possibles. Et donc, ces expériences, elles sont assez joyeuses. En tout cas, on essaie de les mener de manière joyeuse avec l'ensemble de l'équipe. Et elles peuvent engager énormément de nos partenaires, à commencer évidemment par les professeurs qui sont souvent nos premiers partenaires. Et du coup, de penser la relation entre le théâtre et l'école comme une expérience et comme la fabrication d'une expérience, c'est un peu le point de départ de notre relation avec l'école. Et du coup, ça a plusieurs vertus. À la fois, je vous disais, ça met quelque chose de joyeux. Ça enlève une pression du résultat. Et je pense que du coup, c'est beaucoup plus efficace à terme que d'autres modalités de relation, on va dire. Cette idée d'expérience, elle est vraiment très liée effectivement à l'influence de Rancière. Donc, je suis très heureuse qu'Alain Kerlan et Robin Renucci y aient porté référence. Et effectivement, Rancière a été un philosophe extrêmement lu chez les artistes. Et je pense qu'il permet en fait de justement imaginer que ce principe d'égalité, qui est celui non seulement auquel on aspire tous, mais qui n'est pas forcément immédiat à vivre, il faut essayer de l'entretenir. Et justement, c'est par l'expérience. Et l'art, à mon avis, est vraiment un endroit formidable de cette expérience d'égalité parce que profondément, tout être humain a quelque chose à dire face à l'art. Toute la question, c'est qu'il arrive à s'autoriser à le dire. Et donc là, on est dans la logique de l'émancipation. À la fois une émancipation qu'on essaye toujours de penser comme une émancipation personnelle, mais surtout comme une émancipation collective. Et en ce sens, l'école est un endroit formidable d'expérimenter des émancipations dans un cadre collectif. Et dans un cadre collectif où la question de l'égalité reste une question et qui est toujours une problématique à l'école, mais comme dans n'importe quel groupe humain. Je pense que l'égalité ne va pas de soi et que c'est ça qui est intéressant de travailler. Et donc, l'idée, c'est vraiment comment on peut inventer des projets dans ces expériences dont je vous ai parlé, qui soient les plus inventifs possibles, les plus libres possibles, autour de cette question d'égalité. Et l'équipe co-construit souvent beaucoup des projets avec les professeurs et avec les artistes. Et là, je voudrais juste finir cette idée que finalement, ce cadre de l'expérience qui permet l'émancipation nécessite quand même 3 piliers, me semble-t-il, l'enseignant, l'artiste et le médiateur ou l'animateur. Et je crois que c'est très important pour que le cadre opère, que finalement, chacun ait sa place, sa juste place, reconnue par tous, et que c'est avec ces 3 piliers-là que, me semble-t-il, on est les plus pertinents pour des processus d'émancipation. Autour de nos réflexions, il y a beaucoup l'idée de l'hospitalité. Donc là, c'est plus tellement à l'école, mais c'est dans le théâtre. Comment, à un moment donné, le théâtre peut être hospitalier, parce que l'hospitalité joue une réciprocité, mais joue aussi un endroit de considération et de valorisation.
Et l'outil du théâtre comme un lieu, un bâtiment, et pas comme un art, peut vraiment jouer un rôle important, me semble-t-il, dans cette question de la considération, et qui permet finalement à un moment donné de penser, comme vous l'avez bien dit vraiment, se penser comme sujet, et peut-être un peu, j'ai envie de dire, finalement apprendre à vivre sa vie comme une œuvre. Donc sans forcément être artiste, évidemment, mais à considérer qu'on peut, sans être artiste, revendiquer cette question de faire de sa vie une œuvre, faire de la relation avec les autres une œuvre. Et enfin, être donc acteur vraiment de sa vie. Une autre chose que je voulais dire, j'ai parlé du théâtre. Je pense qu'une des choses vraiment importantes dans les processus d'émancipation, c'est comment, à travers l'école, qui est une porte d'entrée, on peut faire des choses avec l'école, en dehors de l'école. Donc pas uniquement dans les théâtres. Je pense que quand nous avons dirigé le Festival d'Avignon avec Vincent Boudry, en s'appuyant sur le réseau d'éducation populaire des CMA, on a développé énormément de séjours de jeunes à Avignon. Et on voyait bien, quand on faisait un retour avec les jeunes sur leur expérience de leur séjour, les spectacles comptaient peut-être autant que les cigales, les premiers baisers, les discussions enflammées autour d'un spectacle. Et il me semble qu'en fait, il faut vraiment parfois penser la question de l'art comme un foyer au sein d'une expérience, comme un feu de camp, enfin voilà, au sein d'une expérience qui est forcément plus large et qui est une expérience de vie. Moi-même, j'ai eu la chance de faire du théâtre au lycée, de partir en tournée avec le lycée, et évidemment, c'est des choses fondamentales. Et je crois qu'il faut aussi penser cette question avec l'école. C'est de plus en plus compliqué de sortir l'école de l'école, on va dire, mais je pense que c'est une chose qu'il ne faut absolument pas perdre de vue et vraiment garder en tête. Alors évidemment, je parlais de la participation. C'est vraiment clair que ce que nous venons de traverser là nous marque par l'absence des corps. L'absence des corps comme finalement disant beaucoup plus de choses que le langage ne sait dire, et qu'on ne peut pas se passer finalement de cette participation physique, et que effectivement l'expérience esthétique, elle est quand même, alors peut-être qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière, mais pour moi l'expérience esthétique sans les corps ne fonctionne pas en fait. Donc voilà. Alors, le point négatif, c'est vraiment cette espèce d'absence et cette espèce de choses où, effectivement, on se recroqueville. Le point positif, c'est que, d'une certaine manière, à l'intérieur de l'année que nous venons de traverser, il y a eu une incroyable capacité à inventer des choses, à dépasser l'empêchement comme un jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est autorisé à faire des choses en dehors de toute évaluation. C'est-à-dire qu'on a pu faire des choses pour très, très peu de gens, très, très peu de personnes. On a pu faire des choses très, très longues par rapport aux dispositifs habituels parce que c'était possible de les faire, en fait. Et tout ce qui était possible de faire devenait extrêmement précieux. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut qu'on garde après cette pandémie, c'est cette même liberté-là et cette possibilité de considérer des choses précieuses, même si elles sont vraiment totalement aberrante du point de vue comptable ou du point de vue d'une évaluation chiffrée. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Il me semble que vous nous avez dit des choses très intéressantes, notamment aussi par rapport à cette question du corps, parce que j'ai bien entendu l'importance de cette puissance de la parole chez Renucci, l'importance du texte chez Kerlan, mais en effet, les corps, le et les sont où? Et je pense que notre quatrième invité va nous répondre à cette question, car Gabriele Vachis, qui est à l'envers de vous trois, a besoin d'être présenté en France, mais sûrement pas en Italie. Gabriele Vachis a créé dernièrement, en 2017, son Institut des pratiques théâtrales pour le soin de la personne autour de la question du corps. Alors, je le présente rapidement, tout en sachant que je vous demande d'être patient parce qu'il faudra que je le traduise simultanément. Donc, ça va nous demander un exercice de tandem.
et beaucoup de patience de votre part. Gabriele Vacis, il est auteur, metteur en scène, dramaturge, aussi auteur pour le théâtre. Il enseigne la mise en scène à l'Université catholique de Milan. En Italie, donc, il est très connu dans le monde du théâtre depuis les années 80 parce qu'il a créé un collectif, le Laboratoire Teatro Settimo, qui était un collectif installé dans la banlieue de Turin où il a mené plusieurs projets à visée sociale et avec un public aussi, avec un jeune public et aussi pour les adultes. Dans sa longue carrière, il a à la fois mis en scène, mais aussi écrit plusieurs textes autour de cette question et de cette pratique particulière du récit. Notamment, je rappelle le théâtre récit Gabriele, c'est le théâtre di narrazione. Donc, il a notamment mis en scène le récit du voyant en 1994 avec le comédien Marco Paolini. Depuis, donc, il a été, à partir de 2000, metteur en scène associé au Théâtre national de Turin, où actuellement, il est le directeur de l'école adossée au théâtre. Et il a dirigé dès 2013 à 2017 3 théâtres nationaux dans la région du Reggio Emilia. Et donc, aujourd'hui, il dirige à la fois cet institut très particulier pour la pratique théâtrale comme soin et il est directeur de l'école du Teatro Stabile de Turin. Quel est le lien, donc, Gabriele, que tu fais entre le théâtre et les soins et quelle est, à ton sens, aujourd'hui, la valeur du théâtre comme vecteur d'émancipation personnelle? Bonsoir, merci à tous. Pardonne-moi si je ne parle pas français, mais c'est très difficile pour moi de dire des choses intéressantes en Italie. En français, c'est vraiment impossibile. Alors, grazie per la traduzione. Qui di fianco a me c'è Chiara, che è una delle allieve della scuola. Lei è francese di origine, quindi fino adesso mi ha aiutato a capire quello che, le cose molto interessanti che sono state dette. Très bien. À côté de lui, il y a Chiara qui est en train de traduire tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. L'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. Facciamo frase per frase, Giulia, che così... Donc, l'Institut nasce da una considerazione. Il naît d'une considération. Che ormai c'è più gente che fa teatro di quanta va a teatro. Lo stesso discorso vale per la danza. L'Institut, donc, il a créé, naît de l'idée qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui font de la pratique théâtrale et même de la danse plutôt que des personnes qui vont voir des spectacles. E questa è una buona notizia. Et celle-ci est une bonne nouvelle. Perché per secoli l'arte, la bellezza è stata ostaggio della forma, ma il futuro dell'arte e della bellezza è nell'interazione. Car pendant des siècles, l'art et la beauté ont été sur l'emprise de la forme, alors que pour lui, c'est bien dans la relation qu'on peut trouver l'art et la beauté. In teatro, quello che è importante è la relazione tra chi parla e chi ascolta. En théâtre, ce qu'il est important, c'est la relation entre qui parle et qui entend. Tra chi agisce e chi guarda. Entre ceux qui agissent et ceux qui regardent. Oggi abbiamo molti mezzi per l'intrattenimento. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens pour le divertissement. Per lo spettacolo. Pour le show, pour le spectacle.
Il teatro assomiglia sempre più alla scuola. Le théâtre ressemble de plus en plus à l'école. La funzione del teatro è sempre più vicina alla scuola che all'intrattenimento e allo spettacolo. La fonction du théâtre, il est toujours plus proche de la fonction de l'école et pas de celle du divertissement. Se c'è una cosa che ci ha insegnato questa pandemia è che S'il y a une chose que cette pandémie nous a enseigné, esiste Netflix, che esiste Zoom, che esistono tutte queste piattaforme. c'est qu'il existe toutes ces plateformes, Netflix, Zoom, E ne abbiamo fatto in Italia larghissimo uso. et en Italie, nous les avons utilisées beaucoup. Questo è lo spettacolo contemporaneo. Celle-ci, c'est le spectacle contemporain, Una delle forme dello spettacolo contemporaneo. ou bien une de ses formes. E così abbiamo imparato anche che basta che apriamo YouTube, basta che apriamo Pinterest, basta che apriamo una delle qualunque piattaforme che ci riversano addosso forme a getto continuo. C'est ainsi que nous avons appris que dès que nous ouvrons une chaîne YouTube ou n'importe quelle autre chaîne, il y a des formes qui nous envahissent, qui nous sont jetées à la figure. Désolé. E il teatro che possibilità ha rispetto a questi mezzi tecnologici? Quelle est la place alors du théâtre par rapport à ces moyens technologiques? Ma anche lo spettacolo dal vivo, quando ci sono grandi schermi, quando ci sono LED wall, quando c'è continuo dialogo tra la presenza e la forma riprodotta, beh, lì il teatro che possibilità, cioè che cosa rimane del teatro in queste situazioni? Et même quand il y a des grands événements, des grands spectacles vivants, où il y a beaucoup d'écrans, où il y a beaucoup de machinerie, qu'est-ce qui reste du théâtre? Quelle est la place qui reste du théâtre, au théâtre? Ecco, un'altra cosa che ci ha insegnato questa pandemia è l'importanza della presenza. Une autre chose que cette pandémie nous a appris, c'est l'importance de la présence. Ci sono state manifestazioni in Italia, non so in Francia, di insegnanti che rivendicavano la presenza, la scuola in presenza. Il y a été des manifestations en Italie, des enseignants qui voulaient, qui défendaient l'idée d'une école en présentiel. Addirittura studenti che pretendevano di interrompere la didattica a distanza per tornare a scuola. Même des étudiants qui voulaient interrompre la didactique en distanciel pour revenir à l'école, pour revenir en présence. Uno studente che vuole andare a scuola è una contraddizione in essere. Et un étudiant, un élève qui veut aller à l'école, c'est une contradiction. E c'erano studenti in piazza, continuano ad esserci studenti nelle piazze distanziati che fanno manifestazioni per la scuola in presenza. Et il y a des étudiants qui sont descendus dans les places, dans les rues pour manifester parce qu'ils veulent être en présence, en présentiel. E allora la mia domanda è, forse prima la scuola era veramente in presenza? Ma question c'est, alors est-ce que l'école avant était vraiment en présentiel? Cioè basta essere fisicamente presenti per dire che si è presenti? Autrement dit, est-ce qu'il suffit être présent en chair et en os pour être vraiment présent? Ecco, io penso che il legame fondamentale tra il teatro e la scuola sta qui. Moi, je pense que le lien fondamental entre le théâtre et l'école, il est justement ici. In quello che diceva Alain Kerlani, in quello che diceva Robin Renucci, cioè nella interazione tra il maestro e l'allievo, tra l'insegnante e l'alunno. Le lien est justement dans ce qu'il disait Kerlan Renucci, c'est-à-dire dans ce lien qui existe entre l'élève et l'enseignant. A teatro gli attori impiegano la stragrande maggioranza
della loro energia per ascoltare gli spettatori, per vedere gli spettatori. Au théâtre, les acteurs impliquent toute leur énergie à l'écoute et à l'observation du public. Un teatro in cui gli attori non vedono il pubblico e non ascoltano il pubblico è meglio Netflix. Un théâtre où les acteurs ne peuvent pas ni voir ni entendre le public, ça ne vaut pas la peine. Alors il vaut mieux Netflix. Se gli attori possono vedere e sentire, ascoltare il pubblico, allora è chiaro che il teatro assomiglia più alla scuola che allo spettacolo e all'intrattenimento. Si les acteurs peuvent voir et entendre le public, alors le théâtre, il ressemble plus à l'école qu'au divertissement. E il maestro, il buon insegnante, ascolta, impiega la propria energia, la gran parte della propria energia, per ascoltare gli allievi che ha di fronte, per guardarli, per osservarli. La stessa cosa che fanno gli attori in teatro, non al cinema, non su Netflix. Le bon maître est celui qui met son énergie à écouter les enfants, à les regarder, à les comprendre. Et c'est exactement ce qui fait l'acteur au théâtre, pas l'acteur de Netflix o du cinéma. L'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona si occupa proprio di questo, della presenza, di essere presenti. L'Institut des pratiques théâtrales pour le soin de la personne s'occupe exactement de cela, d'être en présence, d'être présence à soi-même et aux autres. Quindi lavoriamo con le scuole. Donc on travaille avec les écoles. Io e i miei collaboratori abbiamo fatto durante questo lockdown colloqui con ragazzi con cui avevamo cominciato a lavorare prima del lockdown in presenza. Moi et avec mes collaborateurs, nous avons fait beaucoup d'entretiens avec des jeunes avec qui nous travaillons déjà avant le lockdown, donc le confinement. E a proposito di quello che diceva Alain Kerlan prima, mi ha molto stupito come molti ragazzi con cui abbiamo parlato hanno una perfetta consapevolezza della differenza tra la didattica, cioè l'apprendimento di nozioni, e la socialità. Une chose qui m'a beaucoup frappée dans ces entretiens, c'est exactement ce qui pointait Kerlan tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves ont clair la différence entre la didactique et la socialité. Sì. Quando gli chiedi che cosa ti manca della scuola in presenza, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'il te manque de l'école en présentiel, ti rispondono non tanto la lezione, la didattica, la trasmissione di conoscenze. Pas tant la didactique, le cours en lui-même, la transmission des connaissances. Mi manca l'intervallo. Il me manque la pause. Quando posso parlare con i miei compagni, con le mie compagne. Quand je peux parler avec mes camarades. Mi manca il viaggio da casa a scuola. Il me manque le trajet entre l'école, la maison et l'école. Perché sul treno, in pullman, incontro i miei amici. Car dans les trains, dans le bus, je rencontre mes compagnons de classe. E quello che mi stupisce è che nel dibattito pubblico questa differenza non è così consapevole, non è così chiara. Et ce qui m'étonne, c'est que dans le débat public, cette différence n'est pas si claire, n'est pas si évidente. Allora, se riusciremo a portarci a casa qualche cosa da questa pandemia, oltre ai danni
terribili, beh, io credo che la consapevolezza della presenza sarebbe un regalo fantastico. Et alors, si nous pouvons apprendre quelque chose de cette période terrible, eh ben, le fait d'apprendre l'être conscient de sa propre présence, eh ben, cela serait déjà un grand but. Allora serviranno attori che sono specialisti della presenza, perché gli attori questo sanno fare. Et alors, il nous faudra des acteurs qui soient spécialistes dans la présence, car les acteurs, c'est ça qu'ils savent faire. Ascoltare mentre parli, ascoltare chi ti ascolta. Écouter pendant que tu parles ceux qui t'écoutent. Questo. Cela. Merci. Grazie mille, Gabriele. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toujours tes mots très justes, très simples, très directs, un peu comme ta méthode, cette méthode qui s'appelle Schiera et que vous avez sûrement vu dans beaucoup de spectacles, même en France. Demma Dante, par exemple, l'utilise beaucoup. Cette méthode que tu as inventée justement pour créer ce lien, pour être ensemble et pour s'écouter. Eh bien, ouvrons alors les débats pour le temps qui nous reste. Merci Philippe et Marie de nous avoir rejoints. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, est-ce que vous avez déjà entre vous quatre quelque chose que vous voulez partager entre vous? Sinon, je vais vous lire les questions qui nous ont été posées. Alors, nous avons une question de Julien qui nous dit merci, bonjour, merci pour cette intervention éclairante et c'est parallèle, donc il se réfère à la première intervention, à ce parallèle entre les Lumières et Jacques Rancière par rapport à l'émancipation. Est-ce qu'il n'y a pas dans les cadres partagés pour celles et ceux qui veulent faire du théâtre ensemble, par la nature même de ces cadres, quelque chose qui est propice à l'émancipation? Les artistes ne transmettent pas forcément un savoir depuis une place de sachant, mais initient plutôt et accompagnent la co-construction de ce cadre, et cela va valorisant, je pense, l'émancipation. Autrement dit, je pense, est-ce que les cadres concourent aussi à cette idée d'émancipation par l'art? Je crois que c'est bien ce que nous avons signifié très clairement, hein, c'est cette capacité à rendre égal celui avec lequel et celle avec lequel nous partageons, nous dialoguons. J'ai trouvé très juste cette dernière intervention et merci pour la belle langue italienne que nous adorons. La culture, en effet, ça ne sert pas à briller, à se distinguer, mais à être curieux de l'autre, de la vie et des différences et des singularités de l'autre. Ce n'est pas le concours d'éloquence, mais c'est l'écoute, en effet. Et je crois que l'art et la culture génèrent du lien social et sont aussi le résultat de ce lien social, de l'échange, du partage, de l'écoute et peut-être de la capacité à dialoguer sans se déchirer, sans se détruire, qui est le cadre de la politique. Tenter de ne pas se détruire tout en s'opposant. Hein. Et l'aliénation que nous évoquions, c'est sans doute la vacuité, le désœuvrement, c'est la misère, la captation des imaginaires, l'absence de corporalité peut-être justement, où on est enserré dans son mental et que le corps n'a plus de place. C'est parfois dû au travail harassant ou à l'absence de travail, à l'ignorance de l'assignation que j'évoquais tout à l'heure sur plein d'endroits. Il y a quelque chose de neuf et de révolutionnaire, en effet, dans cette réflexion de plus grande égalité et de ne pas être condescendant depuis le haut vers le bas, bien sûr, qui a été l'objet de tous les savoirs et aujourd'hui des enseignements, hein, où l'on montre des choses. Enseigner, ce sont aussi les grandes enseignes qui sont les grands magasins. Moi, je me disais que l'intérêt de la question posée, c'est aussi de remettre un petit peu l'accent sur la dimension collective, sociale de l'émancipation. Bon, comme Robin le disait tout à l'heure,
on préfère l'individuation plutôt que l'individualisme. Et ce qui m'a toujours frappé quand j'observe le travail des comédiens, des metteurs en scène, des danseurs avec les enfants, des élèves dans des classes, c'est qu'il n'y a pas que le sujet individuel. Il y a des petits sujets collectifs. De temps en temps, on existe à 2 ou 3, mais on forme une espèce d'unité qui est prise en charge par le travail même. À d'autres moments, c'est le groupe tout entier qui devient sujet. Vous voyez, donc on a une conception de la subjectivation qui est très socialisante et non pas uniquement centrée sur l'accomplissement de soi. Ça me paraît important. Mais je voulais dire aussi, j'en profite pour dire à Hortense Archambault que j'étais extrêmement intéressé par les illustrations qu'elle a données, parce que cette idée de l'école comme expérience, ben, ça va relativement loin tout de même. Et c'est clairement frappant de cette façon de dire on a pu enfin exercer sans évaluer. Parce que certains diraient oui, mais alors c'est se laver les mains, en somme, mais pas du tout. Et justement, je rebondis parce que du coup, ça a éclairé pour moi un propos de Rancière dans le livre qui m'avait paru pas obscur, mais que je ne comprenais pas très bien. À un moment, il dit mais le maître ignorant, bon, bien sûr, ce n'est pas celui qui transmet ce qu'il ignore, c'est celui qui ignore les effets que ça produit. Vous voyez? Alors, on est vraiment dans cette idée qu'il ne faut pas être dans la maîtrise des effets produits. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment avoir des intentions, des objectifs, mais ne pas être dans le vouloir maîtriser tout ce qu'on produit. Voilà. Hortense, vous voulez répondre peut-être? Non? Très bien. Donc, il y avait aussi Jean-Claude, que vous aviez dans la conversation écrit un petit mot pour Alain Kerlan. Peut-être vous voulez aussi revenir sur cette idée donc d'une alphabétisation des sens qui allie nécessairement intelligence et sensibilité. Votre micro. Oui, pardon pour ne pas avoir ouvert mon micro. Non, c'était simplement pour revenir sur quelque chose qui, à une époque, avait été pris pour un slogan et qui ne l'était pas, qui était le contraire même d'un slogan. C'était dans la mission agriculture langue Tasca, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'avoir affirmé que dans l'école, le plus important était aujourd'hui de faire une alphabétisation des sens. C'est-à-dire, ça partait de la réflexion profonde que l'école avait beaucoup travaillé sur la rationalité, qu'il ne fallait surtout pas abandonner, hein, l'esprit de recherche et de rationalité scientifique, mais que tout un pan était absent de l'école, sauf peut-être dans les écoles maternelles, c'était la présence du corps, c'était la réaction sensible et l'éducation sensible, et que ça, c'est ce que les arts à l'école pouvaient apporter. Et ça a été pris un peu, c'est pour ça que j'ai été heureux que Alain revienne sur ces questions de l'émancipation, tel qu'il l'a fait, et en citant Rancière, parce que précisément, je pense que le beau slogan à reprendre aujourd'hui pour les arts à l'école, c'est précisément de contribuer à l'alphabétisation des sens. On en a plus besoin que jamais. Et ça rejoint les beaux propos d'ailleurs que j'ai appréciés aussi de Gabriel et sur tout à fait exact, évidemment, sur la question de la présence. Et je pense que cette capacité à revenir à soi en étant avec les autres est un élément central d'une éducation. Voilà. C'est pour ça que je parlais de ce slogan, que je voulais m'amuser à reparler de ce fameux slogan qui a été parfois pris complètement à contre-pied, alors qu'il est, je crois, absolument fondateur de tout ce qu'on a tenté de faire. Merci beaucoup Jean-Claude. Marie, tu veux prendre la parole? Oui, alors d'abord, je tiens à remercier Julia pour la qualité avec laquelle elle a animé ces échanges. Un grand merci à elle, c'était un vrai moment de bonheur. Merci à vous tous. Et là, je prends aussi ma casquette de vice-présidente de l'association. Alors, j'ai deux questions, l'une à Alain Kerlan et l'autre plus générale. Pour vous, Alain Kerlan, j'avais envie de vous soumettre une réflexion qui est la mienne depuis longtemps.
j'ai lu Rancière, même si je ne suis pas chorégraphe ou professionnelle. Voilà, enfin bon, je m'amuse. Alors d'abord, j'ai un petit peu de mal à le lire, je dois le dire, et bon, je ne suis sûrement pas la seule, mais surtout ce qui me frappe chez lui, dans la conception, enfin dans ce qu'il analyse du maître, et j'ai eu un peu les mêmes sensations dans son livre sur le spectateur émancipé, c'est que j'ai l'impression, pour aller vite, je vais sans doute exagérer, mais il fait aussi un peu de provocation, donc après tout, je lui réponds, qu'il se construit une forme d'ennemi pour mieux ensuite le démolir. Je ne sais pas si vous voyez, enfin, je pense que oui, ce que je veux dire par là. C'est-à-dire le maître qu'il décrit, ça n'est qu'une des formes de maître. Il y en a beaucoup d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça. Et élever cette conception en vérité contre laquelle il va s'élever, moi, ça me gêne. Oui, mais je peux comprendre tout à fait hein, ce sentiment. On pourrait peut-être dire, là je reviens de manière un peu ironiquement à votre propos initial, qu'il y a une part de vous-même qui est chorégraphe et qui est lu Rancière. C'est peut-être ça l'explication en fin de compte. Hein. Moi je crois que c'est une demi-plaisanterie parce que je pense que quand on est comme vous, comme je le suis aussi, à la fois enseignant et très engagé dans les questions d'art, on est forcément extrêmement partagé par rapport à notre métier, en somme. Alors, donc, on sent dans le propos de Rancière quelque chose d'assez juste, et en même temps, on est assez bien placé pour savoir que c'est aussi autre chose. Hein, et là, c'est la limite. Mais, bon, mais pour répondre de façon plus précise à la question de la manière dont Rancière procède, il est vrai que comment dire, son histoire avec le marxisme joue un très très grand rôle dans la posture qui est la sienne aujourd'hui. Donc il y a tout cet arrière-plan là, le refus qui est le sien de prendre l'idée que l'émancipation est le produit d'une avant-garde. C'est ça aussi qui joue beaucoup dans son propos. Et puis sa découverte et ça, c'est un livre qui est magnifique, très compliqué à lire là aussi, mais pour d'autres raisons. La nuit des prolétaires, hein, donc archives du rêve ouvrier, où Rancière s'aperçoit qu'il y a eu, dans les années de premier quart, premier tiers du XIXe siècle, des ouvriers qui veulent écrire, faire de la poésie et qui prennent sur leur temps de sommeil, enfin sur la reproduction de la force de travail, ce qui est pour eux une vraie émancipation. Et dans le dernier livre, et là aussi il y a un peu un pas de côté, je vous l'accorde, de la part de Rancière, justement son interlocuteur lui dit un peu ce que vous dites. Il lui dit, bon, c'est bien joli, vous dites qu'il faut émanciper, mais vous, j'arrive pas à vous lire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à lire ce que vous dites. Alors, et là, sa réponse est assez intéressante. C'est à la fois un pas de côté et en même temps, à mon avis, extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il dit, moi, ce que j'essaye de faire, ce n'est pas justement de vulgariser, bon ça on l'a bien compris, mais c'est de construire un autre type de discours. Alors j'y ai pensé à propos de ce que disait Robin tout à l'heure, quand il distinguait les explications et les récits. Rancière dit, moi j'essaie d'articuler ensemble toute une série de discours qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'entend pas. Là, ça a été celui des ouvriers hein, dans ce livre-là, mais d'où le côté un peu patchwork de son propos. Les archives du rêve ouvrier, là, donc la nuit des prolétaires, on ne sait jamais trop qui parle. Vous voyez, est-ce que c'est une citation? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un autre? Il y a un mode d'écriture extrêmement déroutant. Je vous l'accorde. Ça me rassure. Alors, j'avais une autre question plus générale pour vous tous, une question, moi, qui me taraude depuis longtemps, en travaillant sur les écritures jeunesse et jeunes publics, et sur l'adresse aux jeunes. Je suis frappée par le fait que j'y vois beaucoup moins qu'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup perturbée depuis, je dirais, une quinzaine d'années, c'est-à-dire une forme d'élitisme dans lequel s'est un peu enfermé le théâtre en France, en tout cas une grande part du théâtre, et qui me gênait, moi, comme enseignante, comme formatrice des enseignants. Et j'avais envie d'avoir votre sentiment.
sur cette réflexion dont je ne suis pas sûre de savoir encore bien quoi faire. Ah, il y a aussi je veux bien répondre pour avoir beaucoup réfléchi à cette question du théâtre populaire en ayant eu cette charge incroyable de co-diriger le Festival d'Avignon et en m'étant beaucoup fait traiter d'avoir contribué à l'élitisme du théâtre. En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et je m'efforce de mettre en doute mon désaccord avec vous en essayant de voir finalement qu'est-ce qu'on peut proposer à quelqu'un qui n'a jamais vu du théâtre pour lui raconter ce qu'est le théâtre aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est une préoccupation qui est assez principale en fait chez moi depuis une vingtaine d'années, on va dire. Et si vraiment vous vous adonnez à cette préoccupation, je pense que vous ne pouvez pas dire ce qui est élitiste et ce qui est populaire. Si sincèrement, en ayant le moins de préjugés possible, vous faites cette expérience, eh ben, c'est hyper troublant parce que c'est vraiment impossible de savoir ce que va procurer et produire un spectacle auprès de quelqu'un qui serait du peuple ou qui n'aurait pas, on va dire, les outils ou la connaissance ou l'expertise de voir le spectacle. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans le théâtre de ces dernières années, c'est que les formes se sont extraordinairement diversifiées et que du coup, ces formes parlent de manière très différente à des gens. Mais je ne pourrais pas vous affirmer, franchement et en toute honnêteté, hein, c'est pas, là, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup obsédée et qui me fait beaucoup douter. Je suis incapable de vous dire quelle forme est plus apte à parler à un type de public qu'un autre. Bien sûr, on a tous nos trucs, on a tous, voilà. Mais honnêtement, des fois, c'est absolument hallucinant ce qui se passe, comment c'est absolument contre-intuitif. Par exemple, le théâtre de Romeo Castellucci est un formidable lieu pour faire découvrir le théâtre, alors qu'on va dire qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait présupposer du théâtre. Et il y a des témoignages vraiment extrêmement multiples. Et pour moi, c'est totalement contre-intuitif. Je n'aurais jamais pensé, par exemple, que c'était un endroit intéressant pour faire découvrir à des jeunes gens ou des gens moins jeunes ce qu'est le théâtre, de les emmener voir un spectacle de Romeo Castellucci. Donc, je pense que la manière dont on peut poser ce qui est populaire ou pas est toujours en référence avec soi-même. C'est-à-dire ce que moi, je vais considérer comme populaire est ce que je connais et ce qui m'est familier. Et ce que vous allez considérer comme populaire est ce que vous connaissez, ce qui est familier. Et certaines pratiques tout à fait populaires, notamment, par exemple, dans les quartiers dits populaires qui entourent la MC 93, me sont totalement si peu familières que je n'en comprends que très peu de choses. Alors que une fois que j'arrive à être initiée, mais ce qui me demande un travail, j'en comprends beaucoup plus de choses. Et d'une certaine manière, pour moi, certaines formes de pratiques populaires en musique ou en danse me sont totalement opaques. Je n'ai absolument pas les codes. Et donc, cette question-là, j'ai l'impression qu'il faut la renverser totalement en se demandant finalement quels sont les moyens qu'on se donne pour que cette médiation entre l'œuvre et le public ne donne pas l'idée au public possible qu'il serait exclu. Et donc, j'ai envie de renverser la question en disant finalement, ce n'est pas tant l'œuvre qui doit être populaire que les conditions dans lesquelles on les voit et les conditions dans sa réception. Voilà. Mais après, on peut en débattre des heures et peut-être que j'ai tort. Hein. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. Je crois que j'en démordrai plus là. Mais bon, je le mets en doute régulièrement. Hein.
Je ris parce que ça me met en contradiction complète avec moi-même, parce que ça fait des années que je dis, mais un enseignant peut enseigner n'importe quoi. Tout dépend de la manière dont il le fait, tout dépend de la médiation par laquelle il va passer, du détour qu'il prend. On peut enseigner tout. Donc, c'est la même question, en fait. Mais bon, je me tais. Il y avait aussi Robin Renucci qui voulait peut-être rebondir sur cette question. Oh, je dirais que c'est une question récurrente et très lointaine de la question de l'élargissement, en effet, des publics avec lesquels nous conversons. Est-ce que nous conversons vraiment avec eux? Est-ce que les sujets que nous tentons de raconter et de donner à voir les concernent? Tout autant, il faut aussi pouvoir aller vers de l'inconnu, donc ne pas parler que du connu de ce public-là et lui ouvrir des champs langagiers, des champs esthétiques totalement différents et inconnus et parfois brusquants, parfois pour lui, pour elle. Donc, ce qui me semble très important, c'est de spéculer sur l'intelligence, tout simplement, de considérer le public comme capable, justement, et comme celui qui achève le spectacle, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le spectacle tout autant que les artistes et les auteurs qui sont les viatiques pour que l'oreille et le cœur soient touchés. Et je crois qu'il n'y a que des territoires, surtout, il n'y a que des habitants. Et on ne peut pas s'adresser de la même manière, parfois avec le même objet viatique dans tous les lieux. Ce qui ne voudrait pas dire que certains mériteraient qu'on soit plus simple. Je ne crois pas. Je pense que les choses complexes touchent énormément. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur les îles de loisirs cet été, encore une fois en Île-de-France, comme les 3 années précédentes. Nous allons rencontrer des publics qui ne sont jamais allés au théâtre, mais alors jamais allés au théâtre. Et j'y vais en fait avec 3 racines. Ça se passe pour la première année avec Bérénice, où les gens revenaient au théâtre. Donc, je crois que c'était gagné. Et à chaque fois, il disait, on n'a pas compris tous les mots, parfois même la langue française leur était étrangère, mais il disait, il y a de l'émotion, ou bien on ressent quelque chose. Et il revenait plusieurs fois. Il faut dire aussi que c'était gratuit, c'était un procédé gratuit. Mais ça ne fait rien. Je veux dire, le désir était né. Et je sais qu'ils reviennent cette année. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas en flattant avec du connu ou avec du simple que l'on peut toucher les gens que l'on croit incapables, en fait, d'avoir cette disponibilité et cette intelligence. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Philippe, Marie, et maintenant je regarde vous. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a aussi la parole de notre grand témoin à entendre. Donc peut-être c'est le moment de lui donner la parole, de garder peut-être, je ne sais pas Philippe, si toutes ces questions, on peut les enregistrer quelque part et prendre le temps un jour d'y répondre. Oui, d'autant plus que, d'une certaine façon, avec le propos d'Hortense et la question qui a généré ce propos, on ouvre là quelque part la thématique que l'on va aborder à l'automne prochain autour des questions de médiation. Parce que c'est ça la question sur est-ce que c'est la forme finalement qui rend le spectacle élitiste ou est-ce que ce sont les discours qui l'accompagnent? Voilà, c'est toute cette question-là. Hein. Et parfois, et ces discours qui sont parfois volontairement élitistes parce qu'ils s'adressent en effet à un public particulier, mais qui peut faire peur à d'autres. Enfin, c'est des questions que nous aborderons de toute façon à l'automne. Donc, merci Hortense, je dirais, parce que ce sera la transition pour nos journées d'automne. Donc, je pense qu'on peut en effet donner la parole à Denise. Oui. Juste, je vous salue de la part de Gabriel qui a dû nous quitter. Donc voilà, il vous remercie beaucoup et il a trouvé cette table ronde passionnante. Et pour ma part, pardonnez-moi, mais je devrais vous quitter à 19h. C'est obligé pour moi. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous pouvons clore ici cette table ronde. Donc, merci aux 4 intervenants. Merci à Alain Kerlan, Hortense Archambault, merci à Robin Renucci pour nous avoir illuminés, éclairés, donné des pistes de réflexion, fait aussi parfois un peu grincer les sourcils avec des questions pas simples qui nous donneront de la matière à réfléchir.